Bonjour, je fais suite à la précédente vidéo où je me suis présenté, Alain Roumen, prêtre de l'Église catholique et engagé donc dans la cause créole, l'affirmation de l'identité créole depuis près de 25 ans au sein donc de l'Église, le comité 1er février à l'île Maurice, pays île de l'océan Indien, qui se retrouve donc dans tout le réseau créolophone de l'océan Indien et aussi des Antilles. Et puis de par le monde entier, marqué justement par ce mouvement colonial de déplacement de populations esclaves en connexion, en interaction avec les maîtres, qui a produit langue et culture créole, la créolité étant marquée surtout par le métissage, l'ouverture, le tout monde, la globalisation avant l'heure. Voilà. Donc c'est une problématique fort intéressante, mais qui se présente dans chaque pays ou chaque ère créolophone avec des spécificités précises. Pour ce qui concerne la créolité à Maurice, le créole, il y a non seulement la langue qui est identifiée au créole, mais il y a aussi une communauté descendant d'esclaves qui s'identifie et qui se dit créole et qui sont désignés comme étant les créoles. Donc c'est dans ce contexte-là que j'évolue et que j'apporte ma contribution dans tout ce réseau donc, de découverte et d'affirmation de la créolité. Ma contribution au sein du comité 1er février à la Société mauricienne, Alain Roumen est connu pour avoir publié deux ouvrages, Les noms de la honte et Les souliers de l'abolition, qui justement se propose une réflexion, une recherche, une réflexion pour la réhabilitation donc culturelle de cette communauté qui se retrouve être une communauté touchée par la misère, la pauvreté dans la société mauricienne, qui est liée justement à la stigmatisation due à l'esclavage. Aujourd'hui, cette communauté porte les stigmates de l'esclavage et a du mal à justement à trouver sa place dans la société mauricienne. Je reviens à la question des noms. Quand on parcourt l'annuaire téléphonique et quand on va dans des lieux publics, nous pouvons tout de suite identifier les personnes par rapport à leur nom, leur origine ou leur appartenance communautaire. Et les créoles, leur nom de famille, ils portent des noms qui sont donc d'assonance française, la plupart, et qui sont aussi des noms culturels d'origine chrétienne. Et il se trouve que les noms dont ils sont affublés, parce qu'ils portent plutôt, ce sont des noms dénigrants. Des noms dénigrants, à savoir, je donne des exemples, il y a des personnes qui s'appellent la puante, il y a des personnes qui s'appellent la boucherie, dont les noms,
il y a des personnes qui s'appellent malveillants, têtus, cerveau, coco. Donc des noms vraiment insupportables. Je connais une personne qui porte le nom de un nom les noms paresseux par exemple, mais je cherche le nom, je ne trouve pas, mais ça va revenir tout à l'heure. Quand je reçois, comment c'est arrivé à ce que je fasse un travail de recherche sur les noms? Quand je reçois les personnes pour l'inscription au baptême, eh bien, quand ils me disent le nom, jamais ils me disent le nom de famille, ils me donnent toujours le nom, le prénom. Et je leur dis, mais quel est votre nom de famille? Et c'est avec beaucoup de honte qu'ils déclinent ces noms de famille. Et c'est à partir de ce moment que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut vivre avec des noms pareils et d'où ça vient que ces noms? Et c'est comme ça que je me suis mis à faire donc des recherches sur l'origine de ce nom. Il se trouve que au temps de l'esclavage, et c'est général dans tous les là où il y a eu l'esclavage, eh bien l'esclave était privé de son nom de famille, puisque selon le code noir, il est un bien. Étant un bien, quand il arrive sur l'île, eh bien, il est baptisé et on lui donne un nom chrétien, mais ce n'est pas un nom de famille, c'est un prénom qu'il a. Pour ce qui concerne Maurice, le code noir de l'île Maurice et Bourbon, l'île de la Réunion, il est clairement stipulé qu'avant d'être baptisé, il faut qu'il soit catéchisé et ensuite il sera baptisé. Mais quand les Anglais ont pris possession de l'île Maurice, il y a eu donc, ça n'a pas été l'objet, donc il y a eu un acte de capitulation des Français. Et dans l'acte de capitulation, il est entendu que les Anglais vont respecter les lois et les coutumes et les usages du pays, et ils vont respecter aussi les biens. En disant qu'ils respectent les biens, les propriétés, l'esclave qui est considéré comme un meuble, eh bien, c'est le bien du maître. En 1814, il y a l'abolition de la traite. Et donc, les Anglais interdisent la traite. Et puis, en 1825, à partir de 1820, ils ont demandé, les Anglais demandent à procéder à l'enregistrement de tous les habitants de l'île Maurice, à savoir les maîtres et les esclaves, en demandant à ce que sur les registres, le maître donne un nom de famille. Le maître colon donne un nom de famille à ses esclaves. Bien sûr que tout de suite, les colons se sont rendus compte de l'enjeu et ils ont protesté, mais à plusieurs reprises ça leur a été imposé. Et c'est en signe de défiance à ce moment-là qu'ils se mettent à donner ces noms qui aujourd'hui, toute la communauté créole porte. Et c'est comme ça que je suis allé sur les registres, dans les registres, pour faire donc des recherches d'où viennent ces noms. Et nous avons à Londres, donc dans les archives de Londres, au Kew Garden, donc la liste, et c'est assez exceptionnel, des registres
où nous avons le propriétaire, le maître, et les noms des esclaves donnés par les maîtres. Donc, celui qui porte un nom comme Bonarien, c'est le nom que je recherchais tout à l'heure, eh bien, s'il va consulter les archives et il va savoir quel est ce maître qui donc le possédait, et donc ses grands, ses ascendants, et qui a donné ce nom. Et c'est comme ça que moi j'ai fait toutes ces recherches et j'ai publié en disant à ces noms, en leur donnant le titre Les noms de la honte. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, fait toute une réflexion anthropologique pour faire ce qu'on appelle pour renverser le stigmate. À savoir que la honte ne doit pas être sur celui qui porte le nom, mais sur celui qui a donné le nom. D'où cette proposition de se rapproprier, de même revendiquer ce nom, en sachant que cette honte n'est pas sur moi, mais il repose, il est renvoyé. Donc c'est une manière donc d'affirmer, l'affirmation identitaire de ce que nous sommes. Le pendant de cet ouvrage, et aujourd'hui c'est un ouvrage de référence, le pendant de cet ouvrage, c'est les souliers de l'abolition, parce qu'il se trouve que il y avait deux interdits sur les esclaves. Premièrement, le premier interdit, c'est qu'ils étaient privés de nom de famille. Et deuxième, ils ne pouvaient pas porter de souliers, car porter des chaussures était le propre des maîtres et des esclaves affranchis. Et donc, quand on regardait le premier regard, quand on regardait quelqu'un pour statuer qui il est, à qui on a affaire, eh bien, on regarde d'abord ses pieds. S'il est chaussé, c'est qu'il a à ce moment-là droit à toutes les considérations qu'il faut s'il n'est pas chaussé. Et il se trouve que à l'abolition de l'esclavage, l'un des premiers, en 1835, l'un des premiers actes que les esclaves ont fait, c'est qu'ils sont allés chez les cordonniers pour se payer une paire de chaussures. Ce n'est pas qu'à Maurice, ça se trouve aussi en Guyane, ça se trouve aux Antilles, moins à La Réunion. La Réunion, c'était plus le chapeau. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait le pendant du nom de la honte, les souliers de l'abolition, pour montrer que cette frénésie de choses est enfin, au fond, une revendication ou une appropriation de son identité, de sa dignité de personne. Il faut dire aussi que je m'inspire aussi de toute la littérature bien connue de Maurice, avec Paul et Virginie, de Bernardin Saint-Pierre, ont commencé à faire des romans historiques pour démontrer comment cette pratique de chaussures, et je pense aussi aux États-Unis, les esclaves noirs d'ailleurs, le signe justement de freedom, c'était bien de porter des chaussures. Donc voilà les deux apports que j'ai faits et qui aujourd'hui fait un peu référence, pas seulement au niveau de l'île Maurice, mais aussi au niveau international. Et donc ça va être publié maintenant, bientôt en e-book, sous une version anglaise. Il y a aussi deux autres ouvrages que j'ai publiés. Il y a l'ouvrage les créoles des idées reçues, à partir d'un roman, pas d'un roman, mais oui, d'un article d'un certain Eugène Bernard, qui s'est permis donc de porter un regard sur la communauté des esclaves affranchis, et en les affublant de tous donc les préjugés de paresse, paresse malpropre et
tout ce qui est dégradant pour la personne et qu'aujourd'hui, la société mauricienne, par rapport au créole, continue à colporter. Donc, le créole des idées reçues, c'est une réflexion sur les préjugés. D'autres ouvrages aussi sur lesquels que je travaille, je mène une recherche actuellement, et c'est plus ou moins bouclé, sur les expéditions négrières. Et je me suis attardé particulièrement sur un négrier pour justement permettre à ce que on puisse refaire le parcours de, de l'esclave acheté dans les côtes mozambicaines et qui est mis sur le négrier et qui est vendu ici comme esclave au marché des esclaves et pour être ensuite posté, envoyé dans les champs achetés par des maîtres. Voilà les travaux auxquels je me suis attelé et je le fais surtout dans le cadre donc d'être le théologien ou l'anthropologue de la communauté créole. C'est d'une manière très engagée que je mène ces travaux, je mène ces recherches et je publie ces travaux pour contribuer, bien sûr avec d'autres, probablement aussi plus compétents dans d'autres champs en ce qui concerne la réhabilitation de l'affirmation créole. Alors, ce travail de réhabilitation et d'affirmation de l'identité créole, c'est un travail qui a aujourd'hui, on peut dire, qui date de 25 ans. Aujourd'hui, la communauté créole est beaucoup plus assumée et continue son combat à travers que ce soit les mouvements et les organisations auxquels nous nous attelons, des programmes, que ce soit à l'intérieur donc de l'Église, que ce soit aussi sur le plan politique, la formation politique ou la conscientisation de la communauté créole à ce qu'il puisse apporter sa contribution et trouver sa place, parce que les créoles souffrent de la discrimination, que ce soit à l'embauche, que ce soit aussi dans le domaine de l'éducation, que ce soit aussi dans le domaine de la fonction publique. Il y a plusieurs rapports, mais qui malheureusement ne sont pas connus, ne sont pas parfois aussi reconnus dans les instances nationales et internationales. Et voilà comment cela se présente. Aujourd'hui, si quelqu'un veut accéder un peu aux traces, un peu retracer ses origines, aujourd'hui, nous avons la chance que ce projet de retracer ses origines, à savoir d'où viennent ses ascendants, et surtout le nom. L'île Maurice, l'État mauricien, dans les années 90, a fait des centres culturels pour plusieurs communautés. Il y a des centres culturels, alors c'est mélangé, il y a des communautés d'appellation religieuse et il y a des communautés d'appellation communautaire. Alors il y a le centre culturel islamique, il y a le centre culturel tamoul, c'est donc beaucoup plus régional de l'Inde. Il y a des centres culturels indiens, il y a des centres culturels aussi pour la culture africaine et créole. Et il y a des centres culturels pour la culture chinoise. Donc le centre culturel pour la culture africaine et créole, c'est le centre Nelson Mandela. Et donc qui a pour projet donc, de valoriser, de promouvoir la culture créole et africaine. Et donc dans ces projets, et dans plusieurs de ces projets, aujourd'hui,
elle a numérisé toutes les archives sur les registres qui se retrouvent donc au Kew Garden. Et donc, si quelqu'un veut savoir, retracer un peu ses origines, il peut donc faire une demande au Centre culturel Nelson Mandela, qui lui donne à ce moment-là les noms de ses ascendances et quel est le maître qui a donné ce nom. Et le Centre culturel Nelson Mandela aussi fait tout ce qui est par rapport à la gestion de l'identité créole, la culture, le patrimoine. Il nous faut aussi reconnaître que le Morne Heritage Trust Fund, parce que il y a à Maurice deux sites qui ont été retenus par l'UNESCO comme étant patrimoine mondial. C'est le site du Morne, qui est le lieu donc qui commémore le lieu de refuge des esclaves marrons. Et puis il y a la Pravasigat, c'est le lieu où ont débarqué donc tous les immigrants indiens qui se trouvent à Port-Louis. Alors, je crois qu'il y a un gros travail, une contribution de l'État, mais c'est suite à la pression et revendication de ce mouvement créole qui est monté depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Alors ce travail d'affirmation de l'identité créole se poursuit en lien avec d'autres recherches, d'autres îles qui justement portent cette identité créole, notamment les îles comme Rodrigue. Les Rodriguais, bien sûr, se revendiquent créoles, mais aussi revendiquent une créolité rodriguaise. Ils sont bien avancés parce que pour eux, cette identité rodriguaise, elle est aussi s'inscrit aussi dans la demande donc à ce qu'ils soient non seulement reconnus, mais qu'ils peuvent aussi diriger leur propre île. C'est pour ça que l'île Rodrigue est aujourd'hui sous le statut d'autonomie par rapport au gouvernement central dans la République de Maurice, qui est basée donc à Port-Louis. Nous avons aussi les îles comme les Chagos, dont l'État mauricien revendique la souveraineté, puisque ça a été démembré, et aujourd'hui qui sert de base aux États-Unis, aux puissances des États-Unis et de l'Angleterre, en sachant qu'il y avait une population chagossienne qui ont été déportés vers Maurice et qui revendiquent à ce qu'ils puissent maintenant retourner sur ces îles qui a été donc illégalement démembrée. Et donc les Chagos, et puis encore il y a une population dans les îles éparses, loin de Maurice, à Galéga. Il y a une population de 300 habitants qui restent là. Mais la majeure partie des Agaléens, donc des personnes d'origine d'Agaléga, qui sont aussi à Maurice. Et il y a tout un combat pour qu'on reconnaisse l'identité agaléenne, bien sûr créole, et tout ce que ça implique. Alors, il y a, dans la République de Maurice, il y a une diversité aussi de cette créolité qu'il faut assumer, qu'il faut porter. Bien sûr, c'est les créoles à Maurice qui sont ceux qui militent et qui portent cette revendication, donc qui est une revendication à plusieurs registres, mais surtout économique et politique. Parce que quand un Rodriguais vient à Maurice, il est tout de suite assimilé à un créole, sauf quand il commence à parler, et agaléen aussi, de même que les Chagossiens. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que c'est le travail aussi de l'Église qui valorise et reconnaît l'identité créole de chaque île et qui soutient cette lutte. Maintenant, l'avenir, si on veut regarder un peu l'avenir, je pense que en ce qui concerne l'avenir et la recherche et cette lutte, ce ne doit pas, ce n'est pas porté seulement que par des intellectuels ou des leaders créoles, mais de plus en plus porté par la communauté créole elle-même, qui est fortement conscientisée et qui demande donc à être organisée, encouragée. Aujourd'hui, il y a 20 ans de cela, personne ne se dirait créole, on se dirait chrétien. Et aujourd'hui, chacun revendique son identité créole. Donc, il y a la conscientisation, on a dépassé l'étape de la conscientisation, nous sommes maintenant dans l'étape de l'affirmation et même dans la revendication. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées dans lesquelles donc, les créoles se retrouvent, surtout à l'intérieur des mouvements d'église, des initiatives, et qui finalement relaient davantage de l'expérience vécue et qui fait que il y a certainement une force politique qui est en train d'émerger. Il y a une conscience politique de la communauté créole, bien sûr, qui est ancrée dans l'Église catholique. Alors, c'est une lutte, c'est un combat qu'il faut situer, un combat contre les inégalités, contre les discriminations, et qui s'inscrit aussi, donc, aussi dans le combat des minorités écrasées, et dans les minorités donc, qui sont exclues. Voilà. Donc, un combat noble pour lequel, que ce soit l'Église catholique à travers la voix de ces deux évêques qui sont devenus cardinaux, ont soutenu, plus que soutenu, aujourd'hui fait partie donc de leur pastoral. Merci.